Amoureux des sciences, curieux de tous bords, bonsoir et bienvenue dans l'Oda hors série. Et oui, l'Odyssée des astres hors série, contenu secondaire de ma chaîne aussi douteuse qu'une part de Roquefort, qui aura à cœur de vous vulgariser, de vous expliquer posément, plus calmement, des concepts de physique, de mathématiques et d'astrophysique qui sont présentés dans l'Odyssée des astres classique. Mais on va commencer tout de suite, premier concept. Et on commence cette vidéo avec l'albédo. Albédo, concept de physique dont je vous avais déjà parlé dans le premier Odyssée des astres. Dernier fait qui rend encore plus unique son albédo, c'est-à-dire le taux de lumière qu'elle renvoie dans l'espace. Mais au final, l'albédo, c'est quoi? Eh bien, dans un premier temps, prenons sa définition littérale la plus simple. L'albédo, c'est une quantité de lumière réfléchie par une surface. Eh bien, en fait, c'est une unité de grandeur dont l'échelle s'exprime en pourcentage ou alors sur une échelle de 0 à 1, mais peut aussi s'exprimer sur une échelle de 0 à l'infini à peu près. Pour vous faire une meilleure idée de ce qu'est un taux d'albédo, voici un corps noir parfait, représenté par cette brique. Si on envoyait une lumière sur cet objet, représenté ici par cette flèche, un corps noir parfait en absorberait la totalité, et aurait donc un taux d'albédo de 0. Alors qu'à contrario, un corps blanc parfait, lui, renverrait la totalité de la lumière émise, et aurait donc un albédo de 1. Alors, ça pourrait s'arrêter simplement là, mais l'histoire se complique parce que déjà il y a deux albédos différents. Et le premier albédo dont je vais vous parler, c'est l'albédo de Bond. Non pas créé par Ian Fleming, Mais bien à l'astronome et cartographe américain du 19e siècle, George Bond, à qui on doit d'ailleurs la découverte d'Hyperion, le plus grand corps irrégulier du système solaire, mais à qui on attribue aussi la paternité de l'astrophotographie moderne, car c'est bien le premier à avoir pris en grande qualité les premières photos de la Lune, d'étoiles et même d'étoiles binaires. C'est d'ailleurs grâce aux travaux d'observation de cet homme et à sa collaboration avec son père William Bond, lui-même astronome, que nous devons la découverte d'Hyperion, mais aussi la découverte de la véritable nature des anneaux de Saturne. C'est-à-dire qu'à l'époque on pensait qu'ils étaient un seul et même ensemble solide, mais grâce à ces travaux, nous avons appris qu'ils étaient en fait composés de millions de corps très petits, composés majoritairement de glace et réfléchissant la lumière dans l'espace. Eh bien cet albédo de Bond, ou albédo global ou parfois même albédo bolométrique, va mesurer le taux de lumière reçu par un corps et le taux de lumière qu'il renvoie dans l'espace, alors que l'albédo géométrique, lui, va mesurer le rapport entre la lumière reçue par un corps à angle de phase nul et la lumière qui réfléchit vers un observateur. mais c'est l'albédo de Bond qui est le plus fréquemment utilisé en astronomie parce qu'il permet de se faire une idée plus ou moins précise de la composition du corps observé. Par exemple, les géantes gazeuses ont généralement un albédo plus élevé que les planètes telluriques. Mais l'albédo est aussi utilisé dans de très nombreux domaines, comme par exemple la climatologie, et je vais vous donner un exemple par la folie des grandeurs. On sait que la Terre a un albédo moyen de 0,34 et une température moyenne de 13 degrés. Dans le cas d'une Terre recouverte d'océans, l'albédo chuterait énormément car les océans ont un albédo d'environ 0,05 et donc la température moyenne monterait de 31 degrés. Alors qu'à l'inverse, dans le cas d'une Terre boule de neige, beaucoup de la lumière reçue serait envahie dans l'espace, moins d'énergie accumulée et donc une température qui chuterait jusqu'à moins 52 degrés en moyenne. Donc bon, pour la fonte des glaces, pour le réchauffement climatique, bien sûr, l'impact ne sera pas aussi énorme, mais ça démontre bien l'importance quand même de la chose. Bon Mathieu, on doit y aller, c'est la marée montante. Quoi? Mais on n'est pas à Tours là? Ça va drôlement vite au réchauffement. Second concept, la majorité d'entre vous connaissent les marées. Ces mouvements réguliers, cycliques et prévisibles des masses océaniques. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui les provoquait? Dans un premier temps, prenons la Terre et ses océans. Si la Terre était seule force de gravité, les océans seraient attirés uniformément vers le sol. Et il y aurait très peu de variations dans le niveau des mers et leurs mouvements. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Terre ne subit pas que sa propre force de gravité. Elle subit aussi la force de gravité de la Lune et du Soleil. Ces forces ajoutées, de la Lune et du Soleil, attirent dans leur direction la masse terrestre, créant une déformation, un surélèvement. Bien sûr, sur ce visuel, c'est exagéré, mais vous noterez que la force de la Lune sur la Terre est bien plus grande que celle du Soleil sur la Terre. Mais attendez, la force de gravité du Soleil n'est-elle pas supérieure à celle de la Lune pour la Terre? En effet, la force de gravité du Soleil sur la Terre s'exprime avec une fonction carrée,
alors que la force de marée, elle, s'exprime avec une fonction cube, donnant un résultat différent et la force de marée de la Lune est bien supérieure à celle du Soleil, mais pas à la force de gravité. Mais là, sur ce visuel pas entièrement expliqué, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Effectivement, il y a un gonflement d'un côté de la planète, mais aussi du côté opposé. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, d'un côté l'attraction de la Lune et ou du Soleil attire vers elle les masses océaniques, de l'autre, la force centrifuge créée par la rotation de la Terre va s'opposer à la gravité subie, ce qui va engendrer un bourrelet à l'opposé du globe. En effet, il existe un différentiel entre les forces d'attraction, qui elles sont un phénomène statique, et les forces centrifuges, qui sont un phénomène dynamique, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Et bien voilà, c'est le cumul de ces deux forces combinées qui crée ce qu'on appelle les forces de marée. Ce phénomène se propage tel une onde autour de la Terre, surélevant aussi la masse terrestre, mais de façon quasiment imperceptible, uniquement par les appareils et dont les effets sont encore très peu connus aujourd'hui. Mais fait important aussi, cette onde n'est pas uniforme en tout point. En effet, elle subit des forces de frottement au fond des océans, des frottements particuliers liés à la géographie d'un milieu, et il faut aussi considérer que l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, mais un peu elliptique. Voilà, maintenant vous savez ce que sont les forces de marée, et naturellement, elles s'appliquent à tous les corps de l'univers. Mais une autre question peut se poser, que se passe-t-il lorsqu'un corps beaucoup plus petit qu'un autre se rapproche très près de ce corps, que les forces de marée deviennent immenses? Ça, c'est une lune qui atteint la limite de roche de la Terre. Mais cela, nous le verrons dans le prochain Odyssée des Astres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Et en attendant le prochain Odyssée des Astres, vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et aussi sur Dailymotion, où vous verrez le même contenu que sur YouTube qui sera posté sur les deux sites. En attendant, amoureux des sciences, curieux de tout bord, bonsoir.